Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Tony Kankou Chikou est sûrement l'homme le plus courtisé du moment en politique en RDC. Tenez, l'AAP, son regroupement politique, remporte 21 sièges quand ces trois autres regroupements alliés totalisent 11 députés. Un total de 32 députés qui le place au sommet de la quatrième force de l'Assemblée nationale devant le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba qui a, lui, 19 élus. Proche du président de la République, Tony Kankou Chikou fonde le 23 janvier dernier à Kinshasa une nouvelle plateforme politique, le Pacte pour un Congo retrouvé, avec le vice-premier ministre Vital Kamerhe et ses alliés Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, et Julien Paluku, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Qui est donc Tony Kankou Chikou? Mesdames et messieurs, bienvenue sur le grand plateau de Marius. Monsieur Kankou, bonjour. Bonjour, c'est Marius. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire ce plaisir de venir sur le grand plateau de Marius. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de questions se posent autour de vous. J'ai été inspiré par l'article de Jeune Afrique sur vous qui vous présente comme un homme d'affaires proche de Félix Tshisekedi. Qui êtes-vous? En fait, je suis Tony Kankou Chikou, un homme d'affaires effectivement, qui se lance en politique maintenant. Et vous avez décidé de vous lancer en politique récemment. Est-ce que vous avez toujours pensé faire la politique ou c'est une opportunité parce que vous êtes cousin au président de la République, parce qu'il est là et vous vous dites je vais faire la politique parce que mon cousin est là? Non, en fait, j'ai toujours été en politique, mais plutôt dans l'ombre. J'ai commencé à militer au sein de l'UDPS, où je participais à des réunions tous les dimanches à la cellule anciens combattants, c'est à Minzaozone. Et donc j'ai toujours été actif au sein de l'UDPS, mais comme militant, jamais comme cadre. Et là maintenant, je me lance de manière un peu plus active. Alors, selon Jeune Afrique, en 1980, vous êtes au domicile des Tshisekedi. Donc, lorsque Étienne Tshisekedi est arrêté après la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, ça veut dire que vous avez connu Étienne Tshisekedi Amulumba. Si je peux vous demander deux questions. Qui était pour vous Étienne Tshisekedi Amulumba et qu'est-ce que vous avez appris en restant aux côtés de lui? Merci pour cette question. Papa Étienne, ce que je préfère l'appeler comme ça, est d'abord mon oncle. Il a épousé ma tante, qui est la grande sœur de mon père. Elle vient juste avant mon père. Maman Marthe? Maman Marthe. Ok. Et donc, au départ, c'est d'abord mon oncle. On a des liens de famille. Mais au-delà de ça, c'est un grand homme que j'ai pu observer parce qu'effectivement, quand mon père termine sa spécialisation en 1980, il doit rentrer au Congo. Et nous, donc sa famille, on retourne avant lui. Et comme il n'a pas encore obtenu de logement au niveau du campus, on habite justement chez les Tshisekedi sur le boulevard ici, boulevard du 30 juin. Et donc, on se retrouve effectivement le 31 décembre pris dans cette grande aventure qui a commencé avec Papa Étienne, le jour où ils sont convoqués chez le président Mobutu et que la vie change pour eux et pour nous tous. Voilà. Et là, est-ce que vous le côtoyez? Je sais que vous avez dit papa. Je pense que là, les relations sont différentes. Ça n'a rien à voir avec la politique ou le politicien qu'il était. Mais c'est quel genre de relation? Est-ce que vous avez eu des relations très personnelles en dehors de la famille? Bon, à ce moment-là, non, parce que je n'ai que 7 ans. Ouais. Mais plus tard, quand je retourne justement à Kinshasa, après mes études et quand je m'installe au Congo, j'ai eu plusieurs contacts. Et comme je militais au sein de cette cellule, tous les problèmes de l'UDPS qui étaient liés à Minzaozone, donc les fédérations, les sections Minzaozone et les cellules, venaient à moi. Et c'est moi qui organisais justement les réunions, les rencontres avec le feu président Etienne Tshisekedi pour pouvoir voir comment avoir des orientations
Donc j'ai eu à le côtoyer pour la politique. Alors, on voit que à l'époque, parce que vous êtes présenté comme un homme d'affaires, la politique ne vous intéresse pas, vous vous lancez en affaires. Vous avez fait, vous êtes connu pour ça, les affaires. Pourquoi n'avoir pas suivi la voie des Tshisekedi pour être connu comme ça en politique? Vous avez choisi plutôt les affaires. C'est la peur d'être politique? Non, pas la peur. En fait, je dirais que vraiment, j'aime beaucoup les affaires. C'est vraiment mon dada. Et la politique, c'est quelque chose de nouveau pour moi maintenant, de manière active, comme je dis. Mais je n'ai pas abandonné les affaires. Donc je reste un homme d'affaires, mais un homme d'affaires qui se lance un peu en politique. Ouais. Alors, c'est justement pour cette raison que vos détracteurs disent que, étant homme d'affaires, vous profitez un tout petit peu de la position de votre cousin, le président de la République, pour faire vos affaires. Quelque part, ça aide quand même, non? Bon, je pense que c'est très mal brossé le tableau. Ce qui est vrai, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, du fait de ma position, j'aide beaucoup de gens à s'installer. J'aide les gens qui ont certains problèmes. Vous savez, quand vous parlez des positions, il s'agit de quelle position? Celle du cousin de président? Celle de cousin de président. Ok. Ce qui fait que j'ai peut-être accès à plus d'opportunités. Mais ces opportunités-là ne sont pas spécialement, comme les gens pensent, des facilités. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune affaire avec l'État congolais. Et je ne fais pas des affaires avec les entreprises congolaises. Je travaille essentiellement et beaucoup avec des sociétés étrangères. Parce que j'ai commencé, dès le départ, à venir en mission quand j'étais encore en Europe. Je venais en mission ici à Kinshasa avec des sociétés belges, des sociétés européennes. Et donc, j'ai gardé des contacts. Et quand mon frère est arrivé au pouvoir, toutes ces sociétés ont repris contact. Et il y a des dossiers qui étaient justement dormants ou qui n'étaient pas avancés. Peut-être que je n'avais pas à l'époque assez d'épaules pour pouvoir les porter. Et les gens sont revenus avec ces dossiers que je suis en train de piloter. Et voilà, ce sont des dossiers qui n'ont rien à voir avec l'État congolais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vos affaires prospèrent mieux, maintenant que vous avez un cousin président de la République, qu'un peu plus tôt, avant? En tout cas, ça a un avantage. Ça, je ne peux pas le cacher. Ça a un avantage. Si vous en profitez bien. Ça a un avantage. Voilà. Alors, autre chose dont on dit de vous, selon Jeune Afrique, l'année dernière, début janvier, vous rendez visite à un ex-conseiller du président de la République, monsieur Bifor Bisselele, et quelques mois après, il est libéré, qui a été arrêté par l'ANER. Est-ce que vous y avez été pour quelque chose? Parle de sa libération. Dire que j'ai été pour quelque chose, oui et non. Ok. En fait, il était en prison et c'est vrai qu'il était quand même un peu oublié. Et le fait que je suis allé lui rendre visite, ça fait réveiller un peu son dossier. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse regarder un peu de près. Et finalement, son dossier était vide. C'était plus des règlements de compte. Et la justice, finalement, a réétudié son dossier et l'a blanchi. Donc, il n'avait rien à voir avec tout ce qu'on lui avait collé dessus. Et est-ce que vous aviez des relations personnelles c'est pour ça que vous êtes allé le voir ou vous êtes allé le voir pour le compte de votre cousin? Non, j'ai des très bonnes relations avec lui. Toujours? D'excellentes relations avec lui, toujours. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, désolé d'être en train tout petit peu trop de ce côté-là, mais vous vous lancez en politique et vous remportez 32 sièges pour former l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous y attendiez? Sinon, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ces 32 députés? Parce que vous êtes novice en politique, on peut dire. Bon, voilà, je vais vous expliquer un peu la petite histoire. En fait, il y a déjà plus de 2 ans, j'avais mis en place une cellule électorale qui travaillait à mon bureau tous les jeudis soirs sur la réélection du président Tshisekedi. Et cette cellule, qui est vraiment très efficace, avait déjà épluché l'élection de 2006, celle de 2011 et celle de 2018, et avait déjà recueilli pas mal de données. Ce qui fait que, au moment où moi je me lance maintenant pour mon compte, j'ai déjà beaucoup d'informations, et je veux dire que cette cellule m'a beaucoup aidé à structurer ma manière d'entrer en politique. Ouais. Mais pourquoi voulez-vous, ou pourquoi êtes-vous entré en politique? Si vous regardez le nom que j'ai choisi, parce que ça s'appelle AAAP, l'Alliance des acteurs attachés au peuple.
Je me suis rendu compte à la fin du premier mandat du président de la République qu'il y avait encore un fossé, pas mal de choses à faire. Et malgré toute la bonne volonté qu'il pourrait avoir, il a besoin aujourd'hui de tous les bras. Et je me suis dit que je ne vais pas rester à l'écart. Je vais voir comment je peux, pas moi-même, être acteur politique dans le sens d'être nommé ministre ou être premier ministre ou être dans une entreprise publique, mais essayer de l'aider dans le casting, parce que je pense que même quand on scrute un peu les différents milieux, la plupart des gens reprochaient au chef de l'État d'être mal entouré. Et au jour d'aujourd'hui, vu sa position, il ne sait pas avoir accès à tout le monde et à toutes les personnes. Il doit utiliser des ressources. Moi, je lui apporte aujourd'hui ma contribution, voilà, en cherchant pour lui des bonnes ressources, des bonnes personnes qui pourront diriger dans le gouvernement, dans les entreprises, pour arriver à ce défi du développement de la RDC. Alors, mais le 23 janvier, à Kinshasa, la surprise générale de tous, alors qu'on sait que s'il y a un regroupement qui soutient le président de la République, il y a l'Union sacrée. Mais vous lancez une nouvelle plateforme politique, Pacte pour un Congo retrouvé, à la tête de l'Alliance des acteurs attachés au peuple congolais, et avec Vital Kamerhe, qui est allié à Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, et aussi avec Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, qui était ministre de l'Industrie. Mais pourquoi faire ce regroupement alors qu'il y a déjà l'Union sacrée qui est là, déjà pour le président de la République? Bon, si vous regardez bien, l'Union sacrée a été créée quand le FCC a été défait. Donc, c'est plutôt une association, une alliance qui a aidé le chef d'État à gouverner le mandat précédent, qui s'est un peu mué avant les élections en plateforme électorale. Mais après les élections, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas redéfinir d'autres alliances, vu que la politique est dynamique. Et donc, si vous remarquez bien, même aujourd'hui, on regarde le travail de l'informateur, il n'a pas cherché à contacter l'Union sacrée. Vous avez vu sa méthodologie, il a pris les regroupements et il a recommencé à voir comment il va créer cette nouvelle majorité présidentielle. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on veut faire un procès contre moi, alors que, en fait, cette grosse méga plateforme électorale était plus ou moins obsolète pour moi. Beaucoup de gens voient, parce que d'abord, pourquoi Vital Kamerhe? Pourquoi lui? Bon, pourquoi Vital Kamerhe? Premièrement, je vais vous dire que avant de faire le choix de Vital, j'ai rencontré d'autres hommes politiques. Mais je ne vais pas citer leur nom, c'est pas nécessaire. Mais quand j'ai rencontré Vital, tout de suite, il a été proactif. Il n'a pas proposé qu'on se mette en association. Il a proposé qu'on travaille rapidement sur les promesses que le président avait faites à la nation. Ouais. Travailler sur toutes les réformes, travailler sur la nouvelle gouvernance, faire des propositions concrètes au président. Mais comme j'avais déjà rencontré Jean-Lucien Boussa et Julien Paluku pour voir avec eux comment faire une alliance, on s'est dit pourquoi pas faire aussi une alliance avec Vital Kamerhe. Et vous-même, vous dites que je suis novice en politique. Donc, pour apprendre vite, il faut s'inspirer des gens intelligents et des gens qui ont l'expérience en politique. Et je pense que Vital Kamerhe est un grand politicien et que j'apprendrai très vite à ses côtés. D'autres gens voient derrière cette alliance une trahison vis-à-vis du président de la République, pour qui, il faut le dire, quand même, l'union sacrée, il est assis sur l'union sacrée, et le fait que vous créiez une autre alliance, c'est un peu pour fragiliser l'union sacrée quelque part, non? Fragiliser comment? Parce que je vous dis que plus ou moins, elle s'était obsolète, et vous voyez bien aujourd'hui le travail de l'informateur, il n'a pas cherché l'union sacrée, il a recherché les regroupements. Donc pour moi, c'est un faux débat. Comment vais-je trahir le chef de l'État? C'est lui qui nomme, c'est lui qui donne les responsabilités. Quand je le trahirais, ce serait pour devenir quoi en politique, d'après vous? Vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais est-ce que vous avez, permettez-moi l'expression, informé à votre cousin que vous étiez en train de créer quelque chose en dehors de l'union sacrée avant de faire ça? En tout cas, tous les contacts que je prends, j'informe toujours le chef de l'État. Et qu'est-ce que vous dites de ceux qui pensent que
vous l'avez trahi? Bon, c'est l'avenir qui nous le dira. Hein. Parce que vous êtes convaincu que ce que vous avez fait, c'est à son avantage. Vu qu'on est en train de travailler sur un programme, sur des solutions aux problèmes que les Congolais ont posés, je ne vois pas en quoi ce serait de la trahison. Après, la distribution des cartes, elle ne dépend que du chef de l'État et de lui-même. Voilà. Mais quand on est un homme d'affaires à succès comme vous, et qu'on se décide de se lancer en politique, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent en politique. Et que c'est vous, parce que vous êtes un homme d'affaires, vous allez dépenser pour la politique. Êtes-vous allé en politique pour dépenser de l'argent ou vous avez besoin d'une force pour assurer votre business? Non, au stade où je suis aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'une force. Et comme je vous ai expliqué au départ, la politique que je voudrais faire aujourd'hui est une politique active, mais où je resterai toujours en retrait. C'est-à-dire que le coach ne mettra jamais la vareuse. Donc je garderai toujours ma casquette d'homme d'affaires, je reste un homme d'affaires, mais qui voudrait aider le chef de l'État de manière un peu plus concrète. Voilà. Quand vous dites, et vous revenez dessus, que vous voulez aider le président de la République de manière la plus concrète, vous l'avez dit plusieurs fois, vous voulez l'aider. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez l'aider comment? En faisant quoi? Pourquoi vous? Parce que, premièrement, je suis souvent avec lui, donc je connais ses aspirations. Et au jour d'aujourd'hui, je suis aussi en contact avec beaucoup de gens de toutes les couches de la population. Et j'ai aujourd'hui une très très large base de données au niveau des ressources humaines dont le président aurait besoin. Mais vous savez, la manière dont notre politique est faite, je l'ai constaté au premier mandat, pour accéder aux différentes fonctions et accéder aux entreprises publiques, vous devez plus ou moins être dans la sphère politique, dans des regroupements, dans des alliances, et ensuite vous proposez au chef de l'État des personnes et le chef nomme. Ce qui fait que ce n'est pas un concours où vous direz que les meilleurs vont passer, mais les chefs de l'État se retrouvent avec des ressources qu'on lui apporte par ses partenaires politiques. Comment voulez-vous aujourd'hui que je puisse l'aider si moi-même je ne suis pas à la table avec ses partenaires politiques pour regarder quelles sont les ressources qu'on lui apporte? Mais pourquoi pensez-vous que c'est vous qui pouvez amener les meilleures personnes auprès du président de la République? Non, j'ai pas la prétention. Je dis que moi, je ferai ma part. Laquelle? Aux autres, d'amener des bonnes personnes. Pourquoi pensez-vous que vous avez, vous, les bonnes personnes, pas les autres? Parce que, regardez le parcours que j'ai eu. Je suis méthodique. Je ne fais pas les choses au hasard. Je regarde, je vérifie, je check, je double-check. Je n'amène pas au chef de l'État des gens par complaisance. Donc, je suis sûr de ce que je vais faire. Vous avez suivi le discours d'investiture du président de la République, les promesses qu'il a faites à la population. Est-ce que vous pensez que ces promesses sont tenables? Parce que quand on est en son dernier mandat, comme celui-ci, à la fin, on n'a pas beaucoup d'efforts à fournir, parce qu'on sait que voilà, c'est le deuxième après je pars, c'est plutôt au premier mandat, parce qu'on veut séduire l'électorat. Est-ce que vous pensez d'abord que le président de la République va tenir ces promesses? Sinon, vous, à votre niveau, quelles sont les promesses que vous pensez être phares et sur lesquelles vous comptez apporter votre contribution pour que ces promesses soient tenues? Moi, je pense que ces promesses seront tenues. Même si le développement, c'est un processus. Ça veut dire que je ne dis pas que dans les 5 ans, le pays sera complètement développé. Mais si on se met au travail dès aujourd'hui, je pense qu'il y aura pas mal de promesses qui pourraient être réalisées. Et pour ma part, en tout cas, je suis prêt à l'accompagner beaucoup dans les infrastructures, parce que nos infrastructures sont vraiment faibles, dans les réformes liées à la numérisation, pour qu'on n'ait plus accès à l'argent. Vous savez, il y a beaucoup d'argent qui circule, mais ça circule dans les mains des individus. Au jour d'aujourd'hui, pour que le budget de l'État arrive à 40, 50 milliards de dollars, il faut numériser tout le trésor public, il faut contrôler. Et je suis prêt à apporter ma contribution à ce niveau-là. Parce que, quelles que soient les bonnes résolutions, si on n'a pas d'argent, on ne pourra pas le faire. Donc, il faut commencer d'abord par serrer. Et moi, je suis prêt à l'aider à serrer. Alors, si je vous posais la question de savoir
Qu'est-ce que vous pensez du dernier mandat du président de la République? Et si je vous demandais quelles sont les choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, selon vous? Si vous me citez une ou deux choses qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas. C'est comme un peu l'échec. Bon, moi, je dirais au niveau d'abord des infrastructures. Je pense, quand vous regardez, quand on arrive dans le pays, la première chose qu'on voit, c'est l'aéroport. Donc, quand vous sortez de l'aéroport, vous regardez l'état des routes. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des infrastructures. Pourquoi? Parce que même quand vous allez en province, parce qu'on a fait quand même le tour du pays, vous vous rendez compte que dans toutes ces provinces, chaque province a des spécificités et elles sont riches et elles peuvent aider les autres provinces avec les produits qu'elles ont, mais les provinces ne sont pas interconnectées. Je sais que le pays est très vaste, mais sans ces infrastructures, on va passer à côté du développement. Deuxième chose, on a besoin de beaucoup d'énergie. Quand vous regardez au niveau de l'énergie, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été réalisés à la hauteur du pays. Pourtant, quand on parle de la transformation, l'industrialisation du Congo, tout cela ne peut passer que par l'augmentation de la capacité énergétique. Donc, il faudrait faire de gros efforts au niveau de l'énergie, au niveau des infrastructures, pour que ensuite on puisse passer dans la deuxième phase, qui est la phase de l'industrialisation du pays, de transformation de nos minerais au niveau local, ajouter une chaîne de valeur locale. Au dernier mandat, vous êtes homme d'affaires, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Le président de la République a dit que, à la fin de mon mandat, j'aimerais créer des millionnaires congolais. Apparemment, ça n'a pas... Non, je sais pas, peut-être que vous êtes parmi les nouveaux millionnaires qui ont été créés pendant le mandat du président de la République. Mais pour y arriver en tant que businessman, qu'est-ce qu'il faut? En fait, je pense que c'est possible et il a fait beaucoup de réformes. Il a mis beaucoup l'accent sur la sous-traitance pour que la sous-traitance passe aux Congolais. Et je pense qu'il a nommé un jeune qui est dynamique et qui se bat pour que les Congolais récupèrent beaucoup de sous-traitance. Et ça n'a pas été tout à fait parfait, mais ça commence à se mettre en place. Et il y a déjà pas mal de Congolais qui ont récupéré. Mais vous savez, il ne faut pas oublier que le secteur bancaire est en majorité occupé par des étrangers. Les Congolais n'ont pas accès aux banques, ce qui fait que même si aujourd'hui le président veut pousser, c'est difficile à ces Congolais de pouvoir rentrer dans ce secteur où ils vont commencer à pouvoir fournir à toutes ces sociétés minières. Mais avec le temps, il faut mettre en place des réformes qui vont permettre à créer une banque congolaise, une banque de l'État. Cette banque va pouvoir prêter aux entrepreneurs congolais. Et là, ils vont rentrer dans la sous-traitance et ils pourront être millionnaires et milliardaires comme le Nigeria. Voilà, on espère qu'il va avoir des... On va finir peut-être dans quelques jours. L'informateur, j'espère, va finir son travail, l'informateur, et puis le président de la République l'a promis au point de presse qu'il va nommer tout de suite un informateur. J'ai deux questions là-dessus. Informateur, pardon. Oui, il y avait peut-être confusion. Oui, informateur, oui. Oui, informateur. Alors, quel est selon vous le profil de ce formateur de gouvernement, ou encore est-ce que vous avez quelqu'un derrière la tête ou un profil que vous pensez être la personne qui selon vous peut être un bon formateur ou peut-être devenir Premier ministre? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez 32 députés, sûrement qu'il va avoir des postes ministériels. Est-ce que vous voulez devenir vous-même ministre, peut-être? Ce serait de quel ministère que vous auriez bien voulu être responsable? Ou ça vous intéresse toujours pas d'être ministre? Bon. À la première partie. Le profil du formateur, je pense d'abord que, vu les attentes, il faudrait vraiment chercher un bon technocrate, un bon vertébré, quelqu'un qui a vraiment de la jugeote. Qui a de l'expérience? De l'expérience. Qui a déjà été Premier ministre? Pas spécialement Premier ministre, mais qui a déjà géré de grandes organisations, de préférence, qui sait comment organiser. Parce que vous voyez, quand vous regardez bien notre société congolaise, on souffre beaucoup d'un manque d'organisation, de coordination. Il y a beaucoup de choses qui se font sans être coordonnées, sans un bon coach, Et je pense qu'aujourd'hui, il faut un Premier ministre vraiment fort,
ça va permettre aussi au président de ne pas être trop chargé pour qu'il puisse commencer à suivre de près tous les programmes qu'il lance. Parce que vous savez, bon, je ne veux pas critiquer les anciens gouvernements, mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de carences. Et donc, il faudrait vraiment un Premier ministre fort. Vous accepteriez ce poste si vous étiez proposé? Moi, non. Non, pourquoi? Je préfère rester homme d'affaires. Alors, est-ce que vous accepteriez de devenir ministre? Parce que vous allez sûrement avoir des ministères, ça c'est clair. Devenir moi-même ministre, non, je ne pense pas. À moins que ce soit vraiment le président qui le veuille, mais je ne pense pas. Je crois que ma casquette d'homme d'affaires me va très bien et ma casquette de coach aussi me va très bien. Je préfère rester dans l'ombre, plus ou moins dans l'ombre, que d'être vraiment dans le gouvernement. Voilà, je pense qu'on va terminer cet entretien. Je vous remercie énormément d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite bonne chance. J'espère bien que dans quelques jours, on va avoir le gouvernement. On espère que vous allez avoir combien des ministères? 2, 3, 4 par rapport à... Ça, je ne sais pas encore. Ça dépend pas? Non, ça, je ne sais pas encore. Alors, vous allez être la troisième, enfin, vous êtes la quatrième force politique du pays. C'est quand même un poids, une responsabilité énorme et aussi un avantage. Et on vous souhaite bonne chance dans les jours qui viennent. Monsieur Tony Kankou Chikou, merci énormément d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous Et j'espère vous retrouver très bientôt. On va vous suivre de très près dans votre carrière politique actuellement. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au nom de tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir choisis. Il y avait Junior Lombo, Josapha Mombo et le réalisateur du Grand Plateau de Marius s'appelle Scotty Mukonkole. Au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec un autre invité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.